Hello, hello Amélie, je suis ravie de te retrouver pour ce quatrième épisode du podcast Le yoga dans nos vies, où on va parler cette fois-ci de ton parcours avant ta formation, pourquoi tu es arrivé à avoir envie de te mettre au yoga, comment tu as connu le yoga et puis pourquoi tu as eu envie de faire cette formation IFV et puis toutes les autres que tu as fait par la suite. Tu vas nous en parler plus en détail. Hello Alexane, d'abord merci beaucoup de m'inviter ici. Effectivement, c'est assez intéressant de voir les parcours de ces différents yogis, comment ils arrivent au yoga et comment est-ce que cette transformation s'opère. C'est vrai que, on voit que tous les parcours et on va le voir au fur et à mesure des épisodes sont tous hyper différents et justement c'est ça qui montre que le yoga peut être, très enrichissant pour chacun. Toi du coup, comment tu as découvert le yoga et pourquoi tu t'y es mise? Qu'est-ce qu'il y avait dans ta vie à ce moment-là quand, tu as découvert, cette, passion? Alors déjà, avant de commencer le yoga, j'avais un parcours déjà un petit peu atypique puisque j'avais déjà changé plusieurs fois de métier. D'accord, qu'est-ce que tu faisais alors? Alors, bon, quand j'ai commencé à travailler, je travaillais dans l'asile, le domaine de l'asile et des réfugiés. D'accord. Euh, et puis, de fil en aiguille, j'ai intégré l'Ordre des avocats de Paris, où j'étais chargée des relations presse auprès du bâtonnier de Paris. Puis, on a monté, il se trouve, à l'Ordre des avocats de Paris, une cellule lobbying. Donc, je me suis mise à faire du lobbying pour l'Ordre des avocats de Paris. OK. Et je travaillais énormément. J'avais Mmh. beaucoup de stress, je faisais souvent des nocturnes. Et il se trouve que je faisais aucun sport, si ce n'est de temps en temps de la natation. Et j'ai eu un torticolis énorme qui À m'a... cause du stress du coup? Ouais, à cause du stress et d'être devant l'ordinateur à corriger des trucs la nuit et tout. Et en fait, j'ai été quasiment paralysée d'un côté. Ah oui, d'accord, à ce point-là. Donc évidemment, du coup, je suis partie, mon boss m'a envoyée aux urgences, j'ai passé la nuit aux urgences, ils avaient tous peur que je fasse un AVC, pas du tout. J'avais juste un torticolis dû au stress et au surmenage, et c'est là que je me suis dit que je devais changer quelque chose dans ma vie. Ah oui. Oui. Et donc, une amie qui venait de commencer le yoga m'a conseillé le yoga. Et c'est comme ça que je suis arrivée sur le tapis. J'ai commencé un petit peu en dilettante, d'y aller une ou deux fois par semaine. Je sentais que ça me faisait du bien, notamment au corps, de retrouver ce contact avec le corps physique que j'avais complètement oublié. Je travaillais vraiment Mmh. qu'avec ma tête. Euh, et, euh, et j'ai rencontré Amanda Dates, qui est Ouais. donc la fondatrice du Teacher Training EFB. Et là, ça a été vraiment une révélation. C'est-à-dire que je me suis mise à aller tout le temps au yoga, je voulais jamais rater un de ses cours. Et Je tu me rappelle. continuais ton métier à côté, du coup? Ouais, je Ouais. continue mon métier à côté. Et en Mais plus de mon métier, tu avais j'ai fait fait un toujours. petit stop. Enfin, J'avais fait tu un petit stop travaillais moins. de 10 jours. De 10 D'accord. jours. OK. Mais comme j'étais quand même quelqu'un d'hyperactive et toujours en quête d'une activité qui me plaise vraiment, en parallèle de ça, j'avais monté mon entreprise en freelance de D'accord. communication. OK. Et je me suis mise à travailler en freelance pour la marque M-Stone de D'accord. prêt-à-porter. Mmh. Donc je faisais ces deux choses. J'allais au yoga. Mais vraiment, le yoga, c'était sacré. Midi sonnait, je prenais mon vélo, je quittais le palais de justice, je fonçais au cours d'Amanda. Je prenais mon cours. Évidemment, elle débordait sur les horaires. J'arrivais en retard au bureau. Et en fait, ce qui s'est passé, au début, j'étais assez stressée que mon supérieur, mon directeur, prenne mal que j'aille au yoga. Mais lui-même s'est rendu compte que j'arrivais à mieux travailler quand j'allais au yoga. Donc il venait souvent dans mon bureau vers midi et il me disait Amélie, c'est l'heure du yoga. Trop bien. Tout le monde rêve Donc d'un j'allais boss au comme ça. yoga. Ça, c'était assez drôle. Et puis je me rappelle notamment d'une anecdote qui m'avait bien fait rire. Un jour, je remonte les escaliers pour aller à mon bureau en courant avec encore mon casque de vélo sur la tête et j'entends Nicolas, donc mon directeur, qui crie à notre secrétaire Amélie est toujours avec son maître yogi. Donc il me voyait pas, il m'attendait pour un rendez-vous. Et donc, voilà, de plus en plus de yoga, même au bureau, comme je me suis très vite passionnée pour la mythologie en yoga.
Et donc même mon supérieur me demandait de lui raconter Des des histoires. légendes de Oh là là. mythologie, des mythes yogiques, alors qu'il était pas du tout, il faisait pas du tout de yoga, enfin, mais il trouvait que c'était génial toutes ces histoires. Trop Et bien. donc, voilà. Et au fur et à mesure de tout ça, je faisais plus de yoga et je posais tout le temps plein de questions à Amanda, ce qui fait qu'elle m'a un jour dit, mais Amélie, tu devrais peut-être penser à faire un La teacher training, formation. la Mmh. formation. Et quand elle m'a dit ça, bon, j'ai été très flattée, mais alors je me suis pas du tout sentie à la hauteur de devenir un jour professeure de yoga. Et donc je lui ai dit, «Tu sûr? Bon, OK, mais je veux pas passer l'examen, vu que jamais je serai prof. Pas du tout, ça m'intéresse pas». Et en plus, je m'en rappelle très bien, je lui avais dit: «J'ai aucune patience, donc ça va pas du tout le faire, quoi». Et en fait, bon, elle m'avait laissé repartir et puis le truc avait un petit peu mûri. Je l'avais revue lors d'un autre cours où elle m'avait dit: «Il faut absolument que tu passes ce diplôme parce que peut-être qu'un jour tu n'auras plus rien, mais tu auras toujours ton diplôme de yoga en poche et tu sais pas ce qui peut t'arriver. Un jour peut-être tu partiras d'ici, et tu auras ton diplôme». Et Elle est donc j'ai fait visionnaire, ça. en fait. Ouais, elle était assez visionnaire parce qu'effectivement j'ai passé je crois que c'est 9 mois la formation EFV, Oui. qu'à faire mes 2 jobs, mon yoga, la formation, tout ça. Et le jour où j'ai passé l'examen pratique, celui où on donne le cours, mon mari m'a appelé en me disant: «On part au Maroc». Mais le même jour. Ah! Et donc, du coup, ben, Amanda avait effectivement raison. Je suis partie quelques mois après, juste après la fête, la célébration de nos Ouais, diplômes. Je suis partie m'installer au Maroc, à Rabat. d'accord, et c'est là que du coup tu as développé, tu t'es dit: «Bon, bah, je vais pouvoir développer finalement le yoga là-bas». Exactement. En fait, c'était assez dur. Ça a été plus dur que ce que je pensais parce que je sais qu'il y a des personnes qui terminent leur formation de professeur de yoga et là, ils se sentent pas à la hauteur de sauter, de se dire: «Allez, c'est bon, j'ai toutes les clés pour enseigner». Mmh. Moi, je n'avais pas peur de ça puisque j'avais quand même déjà sauté plusieurs fois, au niveau professionnel. Par contre, je me suis rendu compte qu'arriver dans un pays sans connaître, les codes, l'univers, Oui. heu, C'est où vrai on que se la retrouve. culture est différente, les gens s vivent pas de la même manière que nous à Paris et cetera, donc tu devais en plus t'adapter à une «nouvelle civilisation» entre guillemets. Oui, et aussi, je cherchais où était le yoga. Parce que ça, Ouais. devenir prof de yoga dans un endroit où il y a du yoga, bon, ben, on va en cours, on crée la connexion, on se présente et petit à petit, les choses se font. Mais là, au départ, je ne savais même pas où regarder pour trouver le yoga. Parce qu'en fait, pas de site internet, quelques infos sur Facebook, mais il faut les trouver. Et donc, j'ai commencé à prendre quelques cours et j'étais un peu perdue parce que je retrouvais rien de ce que je connaissais. Ah, C'était des choses, des cours de yoga très très lents, alors que moi j'aimais bien les choses plus ouais. dynamiques, euh, très aussi pudiques dans le discours. Donc, euh, donc voilà, c'était un petit peu difficile. Ça m'a pris du temps et j'ai fait une très belle rencontre grâce au yoga avec une professeure, Alexandra Stein, avec qui je suis toujours en contact, qui partait, je crois qu'elle retournait aux États-Unis à ce moment-là pour quelques temps. Et elle m'a proposé de récupérer ses élèves, elle donnait des cours dans une école de danse, de rencontrer la directrice de l'école de danse et de voir si je pouvais prendre la relève. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé à donner mes premiers cours de yoga. J'avais vraiment très très envie, donc je me suis fait une com de dingue, j'ai distribué des flyers dans tout Rabat pour mon premier cours. Et en fait, ça s'est très très bien passé. Et très vite, cette communauté a commencé à grossir. En quelques mois, j'avais plus d'une centaine d'élèves. Et j'ai Ah ouais? commencé à donner. Ouais, ouais, c'était incroyable. J'ai Et commencé c'était aussi. 100 élèves par cours? Non, c'était Non? sur. Au début, je donnais un cours, deux cours, puis j'ai commencé à multiplier le nombre de cours. D'accord. C'était un mélange aussi, les élèves. Il y avait une population expatriée qui est D'accord. installée au Maroc. Et il y avait aussi des Marocains, plutôt des Marocaines, qui prenaient Des également cours. mes cours. D'accord.
Et de Du coup, fil en qu'est-ce que tu aiguille, donnais comme cours? Tu donnais, du vinyasa ou tu avais adapté complètement ta pratique, et non, je donnais du vinyasa et je me suis rappelé que, parce que donc j'avais pas de prof sur place, mais je me suis rappelé qu'Amanda m'avait dit, même si tu n'as pas de prof, tu connais la voix de tes profs dans ta tête et mmh, elle sera toujours là. Tu as tellement pratiqué, tu as tellement pris de cours que ces voix sont là et donc tu suivras ça. Et effectivement, bon, d'abord j'ai développé une pratique personnelle pour moi, ce que je n'avais jamais vraiment fait. Euh, j'ai suivi ce que j'avais envie de faire avec mes élèves, avec au départ bien évidemment quelques erreurs, euh, comme mon premier cours où j'ai décidé de leur parler de Ganesh pour leur dire que c'était un nouveau départ. C'était quand même un petit peu osé oui. dans un pays où il y a où ben, la religion est très importante, donc tout de suite amener un dieu en forme d'éléphant hindou, Oui, c'est vrai que c'était ça qui fait tout double. bizarre. Même en France, Et des les fois, gens hein, sont les élèves revenus. qui sont pas initiés, ils me disent: «Mais qu'est-ce qu'ils racontent?» Voilà. Donc ça fait partie de mes erreurs de débutant, mais en même temps d'un beau souvenir puisque finalement les gens ont continué à venir. Et de fil en aiguille, j'ai donné des cours dans d'autres endroits, notamment au golfe de Dar es Salaam, qui est un golfe qui appartient au prince du Maroc, et où c'était une population complètement différente. Et de là, on m'a demandé de coacher une personne en termes plutôt de concentration et de respiration. Donc là, c'est pareil, c'était pas prévu, mais j'ai commencé à me pencher plus sur cette question-là, à développer un petit programme pour cette personne pour une compétition de golf très importante. Donc voilà, c'était ça mes débuts en yoga au Maroc. D'accord, et ça a duré combien de temps? Du coup, tu es restée combien de temps au Maroc? Ça a duré un an. Mmh. Et ensuite, mon mari a été muté au Niger. OK. Et donc ça, c'était le premier gros déménagement. Et en fait, ça a été très difficile de quitter mes élèves. Mmh. Et ce Parce que tu qu'on avais s'était construit pendant un an? Ouais. Ouais, c'était génial. On faisait aussi des sessions de yoga, surf à la plage. On Ah ouais. organisait plein de trucs. Euh, Et du coup, on s'est installé au Niger. Et là, c'était, bon, ben, rebelote, il faut tout recommencer. Ouais. Sauf que là, il n'y a même plus d'école de danse. Oui, C'est-à-dire là-bas, qu'il n'y a pas d'espace où prendre ou donner des cours. Et donc, les cours se font dans les maisons des gens. C'est une population expatriée qui prend les cours. Beaucoup de personnes qui travaillent dans l'humanitaire, qui ont beaucoup de responsabilités, beaucoup de pression. C'est des métiers difficiles. Et donc, pour la plupart, c'était le profil de mes élèves. Et on se donnait, donc, il fallait pas qu'on ait un cours régulier tous les ouais, jours ou une fois par semaine au même endroit. Il est plutôt conseillé de faire des choses de manière plutôt spontanée et de changer les endroits. Donc, à chaque fois qu'on donnait un cours, on changeait un petit peu de maison. d'accord. Mais c'était une expérience tout à fait différente. Euh, Et du coup, tu mais donnais plus ou moins de cours? Tu avais enfin, des élèves, c'était plus restreint, tu avais pas autant d'élèves qu'au Maroc? j'avais beaucoup moins d'élèves. Enfin, il y a aussi un facteur qui est très très important, c'est la chaleur. C'est-à-dire Mmh, qu'il faisait plus de 40 degrés la plupart du temps. Euh, et du coup, j'ai dû pour le coup adapter mon enseignement et aussi ma pratique. ouais, parce que Euh, du vinyasa sous plus de 40 degrés, fou! ouais, déjà les cours étaient plutôt le soir ou très tôt le matin. Euh, et il fallait aussi, donc dans la maison où on habitait au départ, il y a toujours des coupures d'électricité au Niger. Et donc chaque maison a ce qu'on appelle un générateur indépendant pour que quand il y a une coupure, la clim ou le ventilateur puisse continuer à fonctionner. Et nous, on n'avait pas de générateur au départ, donc je me rappelle d'un des premiers cours où il y a une coupure d'électricité, tout le monde en quelques minutes devient transpirant, plus d'électricité, donc j'avais allumé une pauvre bougie et je voyais que mes élèves, c'était un groupe de garçons ce jour-là, mais vraiment, mais en force, en train de transpirer dans une fente haute et moi paniquée, me disant mon Dieu, plus personne ne va jamais revenir.
Et je leur dis: «Mais si vous voulez, vous pouvez faire une pause» et ils étaient là: «Non, non, on aime bien, on aime bien». Mais je les voyais mon visage extrêmement tendu, c'était assez rigolo. Et Heu finalement, ils sont revenus. et finalement, ils sont revenus, ouais. Et on a continué à faire ces cours jusqu'à ce qu'on parte, puisque là aussi, on est partis, on est resté moins d'un an de mémoire, je suis très mauvaise en date, au Niger et on a Ouais. déménagé à Malte. D'accord, donc l'étape suivante, c'était Malte. Tout recommencer encore Ouais. une fois à Malte. Alors raconte-nous. Oui. Et alors la grande surprise de Malte, c'est que quand on est arrivé à Malte, avec mon mari, on s'est dit: «Oh là là, ça va être finger in the nose, on est en Europe, on va retrouver tous nos codes habituels». Moi je me disais: «Bon bah là c'est facile, hein, je vais aller poser 3 CV dans des studios de yoga et puis voilà». Pas du tout. Déjà, il y a très peu de studios de yoga. Ouais. Heu, la deuxième chose, c'est que donc les gérants de studios sont assez frileux parce que, eux-mêmes donnent des cours et du coup, ils veulent garder ces élèves. Il y a un peu la peur de: «Ah tiens, on va pas faire venir beaucoup d'autres profs parce que sinon on Ah n'aura oui. plus d'élèves». Donc ça a été le premier obstacle auquel je m'attendais pas. Et le deuxième obstacle, ça a été que, beaucoup de yogis, venaient vraiment pour faire du sport, de l'exercice, se dépenser. Et moi, j'enseigne un vinyasa très dynamique, mais j'aime y apporter une dimension très spirituelle. Mmh. Ça, c'était pas forcément ce qui plaisait aux gens. J'ai mis D'accord. du temps à m'en rendre compte. Je faisais quelques remplacements comme ça dans les studios, mais au début, je cherchais trop à travailler dans ces studios. J'avais pas d'autres idées. Et puis finalement, j'ai créé un mini studio chez moi. D'accord. Et j'ai eu quelques élèves qui ont commencé à venir. Et voilà, et ça s'est très bien passé. C'était beaucoup moins d'élèves, c'était des toutes petites classes. C'était pas l'idée que je me faisais de faire une carrière yoga à Malte, mais c'était génial et c'est ce que je continue à faire quand j'y suis. D'accord, et donc du coup, comment ça se passe, Malte? Tu es jamais vraiment partie? Ton mari travaille toujours là-bas et donc du coup, tu fais des allers-retours, entre Paris et Malte? On fait pas mal d'allers-retours parce que lui a beaucoup de déplacements à l'étranger, mais comme on a aussi un logement en région parisienne, on vient souvent à Paris. D'accord. Ce qui m'a permis de me reconnecter avec ma communauté yogi à Paris. Comme tu le sais, je suis aussi impliquée dans la formation Ouais. EFV où j'assiste à Amanda, donc ça m'a permis d'être plus présente sur cette formation que les années précédentes. Voilà, c'est un rythme différent. Et du coup, tu donnes des cours aussi à Paris de temps en temps ou? De temps en temps, je donne des cours à Paris. Là, tout a un petit peu changé avec le Oui, confinement. Jusqu'à maintenant, je faisais quelques remplacements à Paris et je donnais des cours particuliers, pardon, à Paris. Mais que d'accord. des cours particuliers, je voulais pas donner de cours collectifs. Oui, parce que si tu sais pas quand est-ce que tu retournes à Malte ou quand est-ce que tu reviens, c'était compliqué d'avoir un cours à l'année. OK. Oui, exactement. Et du coup, pendant le confinement, qu'est-ce que tu as mis en place? Là, tu es à Paris? Oui, alors il se trouve qu'on était à Paris quand Malte a fermé ses frontières, donc on est Mmh. resté à Paris. Et j'ai commencé à reproposer des cours à mes élèves via Zoom, comme la Mmh. plupart des profs de yoga. Et en fait, ça a été assez rigolo puisque j'ai vu que les gens étaient très intéressés, chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Et donc, j'ai créé des cours collectifs finalement sur Zoom plusieurs fois par semaine en Vinyasa. Et j'ai retrouvé à ces cours des élèves de tous les pays où j'étais passée. Oh là là, super. Euh, ouais, c'est super. C'est un cours assez marrant parce que donc des gens se connectent du Niger. Et avec le Euh, décalage horaire, du coup, bon, il y a pas un énorme, décalage horaire, mais non, mais j'ai une élève de San Diego en Californie et elle, ah ouais, il y a 9 heures de décalage. oui. Elle prend les cours le soir. Mais voilà, il y a cette communauté, les gens se connaissent pas forcément, mais il y a une super ambiance, même à travers l'écran, de ce melting pot un petit peu. Et du coup, tes cours, tu les donnes en anglais, en français? Alors, la plupart du temps, là, il se trouve que c'est un public francophone, donc je donne les cours en français. J'ai aussi créé, dès le début du confinement, un programme que j'ai appelé Reconnect and Reset. Et c'était
l'idée était de proposer 4 fois par semaine des petites sessions de restorative yoga, D'accord. justement pour, les gens qui sont confinés, notamment, avec leurs enfants qui finalement, ont une vie beaucoup plus active Ah oui, que lorsqu'ils avaient une vie, régulée par, et sortir qui de la maison. commencent à détester leurs enfants. Voilà, alors oui, pas forcément, mais en tout cas, ils ont besoin de s'offrir une parenthèse pour eux Complètement. et donc 4 fois par semaine, je faisais ce petit cours, ce petit programme, ça s'est super bien passé. C'est beaucoup moins populaire le restaurative yoga que le Mmh, vinyasa. Je te cache pas c'est que j'avais beaucoup moins d'élèves. Mmh. Et du coup, bah, justement pour parler de restaurative yoga, tu t'es formée après EFV à plein d'autres, choses, je crois le yin, le restauratif aussi. Du coup, raconte-nous quand est-ce que tu t'es formée et pourquoi tu as eu envie d'aller, trouver d'autres clés et d'autres types de yoga pour, l'enseigner? Alors déjà, la première chose, c'est que quand j'ai fait EFV, j'ai toujours bien aimé étudier, moi. J'étais un peu l'intello de la famille. Et quand j'ai fait EFV, ça m'a rappelé que même si on avait des vies actives, on pouvait toujours apprendre de nouvelles choses. Donc un monde des possibles s'est rouvert pour moi. Et ça m'a aussi montré que souvent quand on a un premier boulot, en plus un peu sérieux, qui demande beaucoup d'énergie, on rentre un peu sur ce que j'appelle l'autoroute de la vie. On oublie de prendre des chemins de traverse. On Mmh. reste tout droit, on a notre boulot, notre carrière, il faut qu'on fasse ça. Et en fait, EFV, ça m'a rappelé que, ben non, si j'ai envie de m'intéresser à d'autres sujets, que ce soit le yoga ou d'autres, je peux, j'ai le choix de le faire. Et donc évidemment, en yoga, c'est pareil, je n'allais pas m'arrêter là. Donc effectivement, grâce à EFV Lab, qui est le think tank de EFV, qui est un super outil pour les jeunes profs de yoga qui veulent poursuivre leur éducation en yoga, je me suis formée tout de suite, 2-3 mois après, je crois, en prénatal yoga, D'accord. avec Sharon Bales. Donc j'ai fait cette petite formation. Puis je suis partie à l'étranger et moi, comme je prenais aussi peu de cours, j'avais envie de retrouver ma communauté. Donc ça m'a poussée aussi à faire d'autres formations. 1 an après, effectivement, j'ai fait la formation toujours via EFV Labs de Yin Yoga, le 50 heures avec Cécile Roubaud et Valentina Luna. Puis c'est passé quand même pas mal de temps parce que je trouve que quand on fait des formations, après, il faut le temps de les intégrer, de les digérer. Donc moi, j'aime beaucoup me former, mais je mets beaucoup de temps à choisir ma formation. Et du coup, tu as commencé, à donner des cours, par exemple, en prénatal, après ta formation directement ou tu as attendu un petit peu? Pareil pour le yin, Alors en prénatal, ce qui s'est passé, c'est que j'étais pas très sûre de moi, puisque moi-même n'ayant jamais été enceinte, j'avais la peur de donner ce cours à des femmes enceintes et donc à ce qu'elles soient bien, à ne prendre aucun risque. Donc j'ai pas enseigné tout de suite, mais le hasard a voulu que quand je suis arrivée au Niger, il y avait pas mal de femmes enceintes autour de moi qui m'ont demandé: «Mais attends, mais tu peux nous donner des cours de prénatal?» Et donc au départ, j'ai donné que des cours de yin. Donc mmh. parce que je savais que je prenais pas de risque, des yin soft, parce que les femmes enceintes, donc elles sécrètent la relaxine, donc elles sont beaucoup plus souples, faut aller moins loin dans les postures d'étirement. Et puis peu à peu, j'ai commencé à relire mes livres de prénatal et j'ai commencé à donner des cours de prénatal comme ça. Idem à Malte, il y a un gros déficit de profs de yoga en prénatal. Donc pareil, j'ai continué à donner du prénatal et c'est comme ça que j'ai appris à prendre confiance en moi dans ce yoga-là et à aimer l'enseigner. Mmh. Et du coup, à te prouver que c'était pas parce que tu avais pas été enceinte et que tu avais pas les mêmes ressentis que ces femmes-là que tu pouvais pas, l'enseigner. Et ben c'est marrant parce que, Exact. j'en parlais justement hier avec une, de mes élèves, qui a suivi mes cours de prénatal et je lui disais que pareil, je doutais énormément, au départ parce que, comme j'ai pas été enceinte, j'ai pas les ressentis qu'elles ont et à des moments, je me disais: «Mais attends, est-ce que c'est bien comme posture? Est-ce que ça va aller?» Et finalement, c'était le cours, un échange constant parce que, à chaque fois, je leur disais: «Ça va cette posture? Ça va? Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que» et elle m'a dit, bah, finalement, elle a accouché la semaine dernière et elle m'a dit: «Bah, écoute, si j'avais pas fait de yoga, je sais pas comment mon accouchement se serait passé, mais ça aurait été un carnage». Alors du coup, ça fait plaisir forcément, mais donc du coup, je lui dis: «Alors
qu'est-ce qui t'a permis d'avoir, justement, quelles clés tu as retenues dans ce yoga prénatal pour t'aider à ton accouchement? Et c'est vrai que du coup, c'est encore plus un échange que dans le vinyasa où tu as tes élèves, ils viennent au cours, ils sont habitués, ils connaissent les postures. Mais là, le prénatal, c'est vraiment, bah, des plus petits groupes comme tu disais, comme tu organisais, au Niger ou même, à Malte et vraiment, une confiance avec l'élève. Donc oui, c'est clair que c'est plus difficile à enseigner aussi au départ pour prendre confiance en toi et cetera. Mais c'est vrai en plus qu'à partir du moment, et je crois que c'est ce que j'ai compris, et c'est là que j'ai commencé à beaucoup aimer enseigner le prénatal, c'est un peu d'ailleurs le même esprit que le restauratif. En prénatal, on veut créer une bulle pour la future maman et effectivement l'amener en toute sérénité vers ce moment où elle accouchera et elle accueillera son bébé. Et donc, si on met cette énergie dans la manière dont on construit nos cours, et évidemment qu'on prend le temps de faire, il faut toujours faire ce avec quoi on est à l'aise. Donc, on va pas être expérimental en prénatal. Petit à petit, et avec cet échange avec ces futures mamans, on va les aider à créer ce cocon. Et c'est ça que je trouve très beau dans cette pratique-là. C'est qu'on les accompagne et qu'on leur amène toute cette douceur dont elles ont besoin, tout en leur apprenant des techniques dont le souffle, l'utilisation du souffle, ou le contact avec le périnée. Et Mais c'est c'est exact. entouré d'une énergie très bienveillante. Le souffle, la respiration et le périnée. Et d'ailleurs, le périnée, c'est quand même une notion qui est hyper importante en yoga et on n'en parle pas forcément assez, je trouve. Alors qu'en prénatal, c'est, enfin, justement, ce que Sharon nous disait, c'est primordial qu'elles prennent conscience de leur périnée, qu'elles le musclent, mais pas trop, pour pouvoir accueillir et ouvrir au moment où le bébé arrive, etc. Et ça, c'est des notions quand tu n'as jamais été enceinte ou que tu as jamais accouché, c'est vrai que ça peut être parfois un peu compliqué à imaginer, mais avec le ressenti et l'échange de tes élèves, c'est sûr que ça aide, ouais. Et c'est d'ailleurs très intéressant pour les autres aussi, puisque finalement, en yoga dynamique, on te parle très souvent de Mula Bandha, donc qui consiste en l'activation du périnée du plancher pelvien, mais c'est souvent peu ou pas expliqué. Mmh. Et c'est effectivement quand j'ai fait ma formation de prénatal que j'ai ramené mon attention sur cette partie de mon corps et qu'en plus, après, je me suis complètement passionnée pour Moula Banda, donc j'ai lu des bouquins et tout, parce que j'avais envie de transmettre à des gens qui ne font pas du prénatal, y compris des hommes, qu'est-ce que c'est Moula Banda. Mmh. Oui, parce qu'il faut Mm. savoir que les hommes aussi ont besoin de travailler, à ce niveau-là et ils l'ignorent beaucoup parce Ah que ouais, pour eux, le périnée, ça va être les femmes et puis c'est tout, quoi. exactement. Et du coup, donc prénatal, yin et ensuite restaurative. Comment tu as eu envie d'aller encore plus loin que le yin dans le restauratif, justement? Alors, en fait, comme j'adore lire, comme je te disais, et étudier des choses, j'ai découvert Judith Lassater, qui est prof et qui est la prêtresse du restauratif yoga, en lisant des textes d'elle et qui m'ont énormément parlé. Donc j'ai commencé, et d'ailleurs, je pense que c'est Amanda qui avait prononcé la première fois son nom lors du D'accord. training, lors de l'introduction au restauratif yoga. Et donc évidemment, j'étais allée voir qui est cette personne, j'avais acheté son bouquin et tout ça. Et donc, ça m'a énormément parlé. Et j'ai vu, quelque temps après, que sa fille, Lydie Lassater, donnait une formation de restaurative yoga à Paris, à Ashtanga Yoga Paris. Je crois que c'était en 2017. Et en fait, j'y suis allée uniquement pour l'esprit de Lydie Lassater. J'y suis pas du tout allée pour le restauratif, j'y suis allée parce que tout ce qu'elle racontait, elle et sa mère, me parlait en termes de philosophie, de vision du yoga. Et donc, ça a duré 4 jours, cette première formation de restaurative. Et pendant 4 jours, elle nous a appris à faire Shavasana, donc la posture de relaxation, avec du matériel, des couvertures, des coussins, des bolsters, des sangles. Alors, je dois t'avouer que le premier Shavasana, je me suis dit, mais je vais jamais tenir. Il va falloir que je reste 20 minutes immobile et que je fasse semblant d'être zen. Impossible. Euh, et ça a été une vraie révélation pour moi parce que pendant 4 jours, je n'ai fait que Shavasana, puisque l'objectif
de cette première formation en restauratif, c'est que tu dois toi-même tomber amoureuse de la pratique du restauratif pour la partager. Et en fait, je suis ressortie de ces 4 jours complètement changée. J'avais l'impression qu'un nouveau monde s'était ouvert à moi. J'avais appris à apprécier le silence. Ça, c'était déjà incroyable. Et du coup, tu as apprécié le Shavasana à chaque fin de classe aussi? Ah non, mais oui, mais parce que j'avais appris avec le restauratif yoga à utiliser du matériel pour qu'il soit confortable. Mmh. Parce que souvent, ces shavasana de 5 minutes après une pratique très intense, on est allongé complètement sur le sol, la tête sur du dur, c'est impossible de se relaxer, Mmh. je pense. Parce À que part l'idée quand du... tu es, vraiment très, très fatigué après ta pratique, tu Exactement. t'écroules. C'est ce qu'on apprend en restaurative yoga, c'est que en fait, euh, en restaurative, on veut activer le système nerveux parasympathique, c'est-à-dire celui du lâcher-prise et de la relaxation. Et pour ça, on veut créer un état de confort extrême pour le corps et pour l'esprit. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup de matériel. On veut qu'il n'y ait aucune tension musculaire, articulaire. Et donc, dans ces shavasana qu'on fait en yoga dynamique, où on n'utilise pas du tout de matériel, puisque vite, il reste 4 minutes, il y a toujours des tensions dans le corps. Et si on est effectivement très épuisé, on va lâcher. Mais c'est simplement parce qu'on est à un état de fatigue tel Ouais. qu'on lâche. Et en restaurative, d'ailleurs, quand les gens s'endorment, c'est ce qu'explique Lydie Lassater, c'est qu'ils s'endorment parce qu'en fait, ils n'en peuvent plus. Ils ont besoin de repos et ils ne peuvent pas rester dans cet état entre l'éveil et le sommeil. Et c'est ce qu'on apprend à faire en restaurative yoga. C'est dans un état un peu de flottement entre deux mondes. Et au final, le nidra, c'est un peu pareil. Tu es en état de flottement et du coup, si tu t'endors, c'est que tu es vraiment extrêmement fatigué et OK, C'est la même chose, à la différence que euh, en restaurative yoga, on parle très très peu. Parce d'accord. qu'on veut que l'élève, le yogi, se familiarise avec le silence. Donc, et les pauses prennent beaucoup de temps à être installées puisqu'on Oui, utilise du matériel et on veut placer le matériel de manière assez précise pour ne pas que quand on est dans la posture pendant 20 minutes, on sente des tensions, la couverture est mal pliée, mal placée, il y a un petit pincement au niveau du bas du dos. Mais une fois qu'on a installé les personnes dans la posture, la personne n'a aucune notion du temps oui. et il y a très peu de paroles. Et Donc c'est finalement, ces l'accent. 20 minutes, elles passent, très vite, alors Alors qu'il ça reste 20 dépend. minutes. Ça dépend parce qu'au départ, comme on n'est pas habitué dans nos vies à ne rien faire, Oui, le mental, il est dans sa petite tu roue du moulines. hamster et il mouline. Donc c'est très fréquent que les personnes fassent un cours de restauratif et se disent, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'était que ce cours? J'ai pas arrêté de penser à ce que j'allais faire après, par exemple. Euh, et il y a aussi l'autre aspect de, oh, mais attends, mais j'ai passé 1 heure sur mon tapis et j'ai rien fait. Bon, ça vaut pas le coup. Alors qu'en fait, on veut apprendre à ne rien faire. On veut apprendre à être. Mmh. Donc voilà, ça m'a vraiment, j'ai trouvé cette pratique vraiment incroyable et du coup, depuis, j'ai passé mon niveau 2, j'ai assisté Lizzie Lassater. Et maintenant, je donne d'ailleurs des cours sur une petite plateforme qu'on vient de créer qui s'appelle Sweet Home Yoga. Oui, Elle a été créée par un collectif de professeurs pendant le confinement. Donc, c'était une réflexion justement pendant ce confinement de qu'est-ce qu'on peut proposer aux élèves, même post-confinement. Et on veut proposer un yoga qui soit solidaire et équitable. Donc, un yoga sans intermédiaire. d'accord. L'intérêt de ça, bon, évidemment, c'est de remettre à l'honneur les valeurs du yoga, de proposer des cours en visio, en live, à un prix juste et accessible pour tous. Donc, c'est ce qu'on fait. On a lancé la plateforme la semaine dernière, il y a une Ouais, semaine. c'est ça. Moi, je propose uniquement des cours de restaurative. Il y a plein d'autres disciplines du yoga. Et on organise d'ailleurs ce week-end, les week-ends du 23-24 mai, un week-end sur donation pour découvrir les cours
et tout est reversé à WWF. D'accord. Bah, c'est génial du coup, c'est un vrai, nouveau projet, pendant ce confinement que tu as pu lancer, avec, du coup ton collectif et des profs de yoga que tu connaissais ou que tu connaissais pas. Il y en avait que tu connaissais pas aussi? Oui, OK. oui, oui, il y en a que je connais très bien et il y en a d'autres que je connais moins. Mais je trouve que c'est, une belle initiative puisque, bah, on l'a vu, ce confinement, ça fait aussi réfléchir, heu, comment est-ce qu'on veut enseigner le yoga? Mmh. Heu, Est-ce que finalement moi en tout cas, ça m'a fait réfléchir à la notion aussi d'ajustement. On est dans un monde du yoga, ces dernières années, les ajustements, puissants sont très à la mode. Toucher les élèves est Mmh. très à la mode et je trouve ça bien évidemment utile, les ajustements. Mais via un écran, on voit aussi, les élèves s'ouvrir, découvrir la pratique, s'améliorer sur le tapis et donc on peut se dire: «Oui, bien sûr, il y a besoin de cours physiques, mais est-ce que, des cours finalement en direct, virtuels ou, dans des vies chargées, on n'a pas besoin de prendre un transport de plus pour aller au yoga?» Qui sont financièrement beaucoup plus accessibles puisque voilà, les tarifs, en tout cas pour un cours de yoga en studio à Paris, c'est hors de prix aujourd'hui. Mmh. Heu, la manière aussi dont, les profs de yoga qui font ça à 100 doivent tirer un salaire de ces cours, Mmh. c'est difficile. C'est compliqué, oui. Voilà, je trouve que ça a ouvert des pistes de réflexion et peut-être, j'espère que ça a aussi donné une indépendance aux professeurs de yoga dans le choix de leur enseignement. Et aux élèves aussi, parce que, au final, quand ils sont chez eux, ils sont aussi dans un endroit, safe, comme disait beaucoup Amanda, dans un endroit qui leur convient. Ils choisissent, où est-ce qu'ils s'installent et ils ont peut-être un peu moins besoin justement des ajustements dont tu parlais parce qu'ils se sentent, dans leur cocon directement et tu peux au final, grâce à la caméra leur dire: «Bah, voilà, replace-toi comme ci, comme ça» et c'est eux qui gèrent comment ils se placent et du coup, ils ingurgitent mieux la posture. Enfin, pour moi, je trouve, en tout cas, je le vois avec mes élèves, qu'ils ont eu des déclics, grâce au confinement, en visio parce que je leur disais: «Est-ce que tu ressens? Là, je ne te touche plus pour que tu rentres dans la posture en te disant: "Oui, tu es bien"», parce que finalement, à des moments, je leur disais: «Oui, tu es bien», je les place bien, mais au final, 2 secondes plus tard, j'ai le dos tourné, ils respirent et ils changent de posture. Alors que là, quand ils sont chez eux, ils ont peut-être cette envie, d'être plus autonomes et d'arriver dans cette posture et d'y repenser à tous les petits points qu'on a vus ensemble, pour, bien rentrer dans cette posture. Donc, il y a bien sûr, c'est bien de garder les cours, en comme tu disais, en physique, mais les cours virtuels, je pense que ça a aussi, lancé quelque chose de nouveau et puis ça permet aussi d'adapter, notre emploi du temps. Là, on voit que plein d'entreprises vont peut-être aussi garder pas mal de télétravail. Donc, finalement, toute la vie active qu'il y avait avant, elle va peut-être, aussi évoluer et donc, je trouve qu'en à peine 2 mois, déjà cette discipline du yoga a réussi à s'adapter, enfin, complètement, à la demande, quoi. Donc, ouh donc autant, continuer, si en plus ça plaît aux profs, d'être comme ça, dans ce nouveau mode de Oui, oui, fonctionnement. c'est ce que tu dis. Je trouve que ça a permis aux élèves d'être dans l'exploration et dans l'expérience. Et effectivement, comme tu le rappelais, la notion de safe space, quand on est chez soi sur son tapis, on n'a pas la pression du regard des autres aussi. Donc, Ouais, on fait ce qu'on veut et on est plus à l'écoute de son ressenti, des sensations. On est plus concentré sur soi. exactement. Euh, donc oui, c'est très intéressant et effectivement, moi j'aime aussi beaucoup l'autre volet en tant qu'enseignante, me dire quand je suis chez moi pour donner mon cours, je ne dépends plus d'aucun studio, d'aucune image. Donc je propose le yoga que je veux. Mmh mh. Et, et d'ailleurs, la formation la plus récente, les 2 formations les plus récentes que j'ai faites cette année, 2019-2020, j'ai découvert un yoga qui s'appelle le Katona Yoga. Je ne sais pas si tu Mmh. en as parlé. Yes. Qui est un yoga beaucoup plus contemporain, qui a un socle de hatha yoga, mais
qui s'imprègne de beaucoup de disciplines, pas que yoga, notamment le taoïsme, la géométrie sacrée, beaucoup de métaphores, et qui fait appel à un imaginaire fort. Et ce yoga, justement, m'a permis, c'est un peu comme si ça m'avait permis d'emboîter les pièces du puzzle, dans le sens où ça m'a fait réaliser qu'il n'y a pas un yoga vinyasa, un yoga ashtanga, un yoga hatha. Moi, ce que j'ai envie de partager avec mes élèves et avec tout le monde, pas forcément mes élèves, c'est un yoga. Et c'est ma recette en mélangeant tous ces yogas, mon yoga. Mmh mh. Et c'est ce que je trouve très intéressant, plus on avance, et d'où l'intérêt effectivement de se former, c'est qu'on se rend compte que, bien sûr, il y a des écoles, mais qui dit école dit aussi un petit peu dogme. Donc à nous aussi de choisir dans ces yogas, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, ça ne veut pas dire ne pas respecter des alignements pour la sécurité des élèves, mais on peut s'imprégner de différents concepts. Et justement, pendant ce confinement, j'ai eu la chance de faire une deuxième formation en yin yoga avec Carole Armouette qui a fait EFV, la deuxième année d'EFV. Et qui va Vraiment. sûrement passer aussi dans ce podcast, donc elle pourra aussi nous en parler. Ah Elle a ben génial, organisé, sa incroyable. formation, là, pendant le confinement en virtuel du coup. Donc c'est un vrai Ouais, challenge. c'était, ben, elle a relevé le défi magnifiquement bien. Et donc j'avais envie de faire cette formation parce que c'est une formation de yin yoga, mais qui aborde le yin yoga d'une autre manière que celle que j'avais faite auparavant, sous l'axe médecine traditionnelle chinoise. Et en fait, c'est en Katona Yoga que j'ai eu cette révélation de me dire, mais je peux me servir de cet outil pour le yoga. C'est énormément de concepts. Certes, nous en yoga, on est habitué au monde des chakras, donc monde beaucoup plus yogi, ayurvédique, mais il y a aussi ce monde des méridiens de la médecine traditionnelle chinoise, avec le fonctionnement des glandes, l'harmonie du corps, la circulation du qi. C'est très proche finalement, mais c'est une approche qui m'a beaucoup plus parlé. Donc voilà, j'ai fait cette formation avec Carole, je mets des grands guillemets, grâce au confinement. Puisque comme je suis jamais en France assez longtemps, à chaque fois je voyais ces formations passer et j'avais envie depuis longtemps de me former avec elle. Et j'en avais pas eu l'occasion. Et ben moi aussi, j'ai beaucoup hésité à la faire et finalement avec mon travail, ça passait pas, mais j'y réfléchis de plus en plus. Donc tu vois, tu m'as encore plus convaincue. Est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à cette belle discussion qu'on a eue, aujourd'hui? Non, je crois qu'on a à peu près On a fait le bien tour. balayé, ton parcours, les différentes formations, le confinement. Mm. Une période, ce confinement, certes, qui a pu être pesante à bien des égards, mais je trouve aussi qui a permis à de belles choses de se créer. Mmh Et mh. en espérant que justement on tire un peu leçon de tout ça et que on revienne vers le monde extérieur, voilà, en faisant des pas peut-être plus en conscience. Totalement d'accord. Je crois qu'on va terminer sur cette belle phrase parce que ça me semble parfait. Ouverture du monde des possibles. Je te remercie beaucoup Amélie pour, cette, belle conversation et ce quatrième épisode que tu viens de nous donner. Et puis, on se revoit très, très vite. Merci à toi Alexane. À bientôt.